TV, c'est l'émission Persévérance, je suis Maolé. En te levant ce matin, rappelle-toi combien privilège est de vivre, de respirer et d'être heureux. Marc Aurèle. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Dulce-Lina. Bonjour Dulce-Lina. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Tu as 49 ans, Oui. tu es originaire du Cap-Vert, Oui. tu as une maîtrise en droit, Oui. tu travailles dans la fonction publique. Oui. En 2019, tu as fait plusieurs fois l'aller-retour en urgence en clinique suite à des périodes douloureuses. Tu n'as pas été entendu. Tu as été soigné, on t'a prescrit de simple paracétamol, malgré ton appel à l'aide. Et un jour, en juillet 2019, tu es tombée chez toi, inconsciente, et tu dois ta seule survie à une crise d'épilepsie et à l'intervention de ta fille. De là, tu as été prise en charge à l'hôpital de Compiègne, où on t'a diagnostiqué une méningocéphalie herpétique. C'est un virus tropical. Oui. Tu vis en France, tu n'as pas voyagé. Absolument pas. Ni fréquenté quelqu'un qui rentrait de voyage. Et tu as eu ce virus. Et je l'ai attrapé. Juste avant que tu plonges dans le coma, tu as agrippé la veste d'un médecin. Et je te cite, tu as dit « Sauvez-moi, je vais mourir ». Et ensuite, plus rien. Tu étais endormie, tu es tombée, tu as sombré dans un état comateux. Peux-tu expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Eh bien, durant cette phase comateuse, j'ai eu le sentiment, moi, de changer de vie et de changer de lieu. D'être comme ça, quelqu'un d'autre. Et deux lieux, en tout cas, m'ont particulièrement marqué. C'est le lac et un lieu d'une immensité, enfin, on peut même pas mettre de mots. Infini. Est-ce qu'il y avait des couleurs, quelque chose qui a retenu ton... Sur ce lieu? Sur ce lieu, oui. Oui, parce que en fait, c'est juste des objets qu'on voit. C'est pas un lieu précis, c'est pas un endroit. C'est, on se rend compte qu'on est devant un tapis. On sait qu'il faut marcher que sur ce tapis. Ce qui m'avait interpellée, c'est que ma mère était sur la droite, mais ne me regardait pas. Alors que moi, j'ai eu un regain d'amour quand je l'ai vue. Il y a ma mère. Et je voyais qu'elle était complètement inerte, comme une statue, mais je savais que c'était ma mère. C'est ça le truc, je savais. Et, mais il fallait pas que je m'arrête là. Il fallait que je continue. C'était pas... Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une sphère qui m'attirait, qui t'appelait. Qui m'appelait. Et à un moment donné, ben, j'ai vu sur ma gauche du sable et un panier en osier. Et j'ai entendu, c'est moi qui vais te nourrir. Et j'ai commencé à ramasser les moules dans le sable. Et d'un coup, d'instinct, je me suis dit, mais c'est pas possible. Des moules, ça pousse pas dans le sable. C'est sur des rochers. C'est quelque chose que vous faisiez avant dans la vie réelle? Non. Non, pas une activité de ramasser les moules. Et là, j'ai réentendu, mais c'est moi qui te nourris. Et là, j'ai compris qu'en fait, rien n'était impossible. Que les choses ne sont pas aussi figées qu'on peut le penser. Nous, on les place dans des endroits, mais en fait... Oui, belle interprétation. Et durant cet état comateux, as-tu perçu des bruits extérieurs? Ah oui, c'était j'étais aspirée par le fond, avec l'incapacité totale de pouvoir nager. J'avais même perdu le sentiment de savoir nager ou qu'il fallait passer par la nage. Moi, je savais juste que j'étais en train de couler. Et ça, j'en avais conscience. Je me disais en moi-même, je vais mourir. Je suis en train de couler, je coule. Jusqu'à ce que j'entende une fois de plus une voix qui me dit « Mais débarrasse-toi de ton sac à dos, il est trop lourd. » Donc un poids. Un énorme poids. Et dans ma tête, en fait, j'avais pas de veste. Et d'un coup, je me suis retrouvée avec de l'eau qui rentrait dans ma veste et ce sac à dos. C'est matérialisé. Voilà. Et quand j'ai enlevé tout ça,
je suis remontée à la Vous surface avez comme... jailli. Ah mais complètement. Et je pense que là, c'était le regain de vie. C'était de la survie de toute façon. Et au milieu de ce lac, dans le noir, j'ai vu une ville au loin avec des lumières. Et je savais qu'il fallait que je nage. À ce moment-là, j'ai retrouvé la notion de la nage. Hein. Et je savais qu'il fallait que je nage vers cette ville et c'était là le salut. Le lac, c'était mon linceul en fait, je pense, Ouais. le lac. Dans mon interprétation, je me dis, t'avais la clé. Ou tu te laissais couler et c'était terminé. Ou cette voix, tu l'as entendue, ou tu as eu la chance de l'entendre et tu as pu remonter à la surface et te sauver en fait. Il y a un philosophe italien qui dit que le coma, c'est la mort qui a pris des petites vacances. Exactement, c'est comme ça que je le vis. Ou même des fois, je me dis des grandes vacances. On pense bien que ton heure n'était pas arrivée. Non. Et c'est quelque chose qui est toujours là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça fait partie de nous. Bien sûr. On pense souvent à la respiration pour survivre, à la nourriture, à l'eau et tout ça. Et en fait, prendre conscience que du jour au lendemain, à n'importe quelle seconde, on peut partir, enrichit une vie en fait. L'immortalité pour moi n'avait déjà pas grand sens parce que j'ai jamais cru que l'être humain était immortel et Dieu merci. Mais après cette expérience, j'ai compris que la mort faisait partie de la vie et que c'était aussi simple de dire, de parler de la mort que de parler de l'amour ou d'une émotion. C'est un sens, c'est quelque chose qui est là, qui est beaucoup plus présent en plus que la vie, parce que si on ne prend pas conscience qu'on va mourir, on vit mal en fait. Exactement. Et à ton réveil, comment ta famille, les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors j'ai eu deux points de vue. J'ai eu le point de vue des médecins et j'ai eu le point de vue de la famille. Une question m'est venue de la part d'un médecin qui m'a dit: est-ce que vous vous souvenez de tout ce qu'on vous a fait quand vous étiez dans le coma? Donc forcément, non. Et cette dame m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit: écoutez-moi bien, Madame Gomez, j'espère que jamais de votre vie, vous ne vous en souviendrez. Ce qui laisse à dire qu'il s'est passé des choses quand même qui sont extrêmement violentes. Bien sûr. Je sais qu'il y a des choses extrêmement violentes qui se sont passées, parce que mon corps me parle, hein, on a des sensations, il y a des choses qui se passent. Il a réagi. Il réagit. Et je pense que le retour à la vie, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas envie. Moi, j'étais bien, hein, j'étais en paix, j'étais sereine, j'étais dans mon confort, j'étais portée par quelque chose d'immensément beau, quoi, de grand, de beau et d'aimant. Et d'aimant. Et entourée d'amour. Ouais, complètement. Complètement. Et sans avoir une vision comme ça, alors je peux décrire rien ni personne. Ce n'était que peut-être un état d'esprit ou j'en sais rien. Mais je me suis pas assise et parlé avec quelqu'un. Non, non, non. Et du point de vue de la famille, c'était comment? Alors du point de vue de la famille, ça a été beaucoup plus dur que pour moi, inévitablement. Essentiellement pour ma fille qui, elle l'a vécu avec beaucoup plus de violence, bien évidemment. Qui a aussi reçu une très belle phrase de la part d'un médecin qui lui a dit: ta mère t'a donné la vie et tu lui as rendu. Donc c'est très beau. Ouais. Ça a apporté un plus dans notre relation. Bon, c'est mon enfant, hein, forcément, je l'aime matin, midi, soir. Mais là, je reconnais la grandeur de la personne qu'il y a derrière, en fait. Et il y a elle, et puis il y a mes nièces et mes neveux. Je suis très proche, hein, c'est mes enfants. Et essentiellement, ma nièce, ma Shannon, qui m'a dit avec les larmes aux yeux, elle qui est très introvertie, hein, qui parle très rarement et qui dévoile très peu de choses, m'a dit: tu sais, Tata, j'ai cru que tu étais morte, c'est quand je t'ai touchée parce que tu étais toute froide. Oh là là. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que même mes neveux et nièces, qui n'étaient pas bien grands, qui étaient juste des jeunes ados, ont fait cette démarche de venir en réanimation, en sachant que, enfin, pour les gens qui sont déjà allés en réa, c'est tout sauf drôle. Non. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, de difficile. Vu que tu étais froide, les médecins ont dû préparer ta famille à un possible au revoir. Ils étaient préparés, ils étaient
triste, avec beaucoup de peine évidemment. C'est ma famille, c'est normal. Et je pense que ça a remis les choses à leur place. Tout à coup, j'avais un petit frère, j'avais une grande sœur, j'avais des nièces, et chacun avait sa place et son rôle. La famille dans toute sa dimension, oui, mais c'est qu'après, tu as un rapport particulier avec chacun des gens. Mais, et à ce moment-là, oui, je me suis rendu compte que j'avais une belle et grande famille, parce que ça nous arrivait d'être à 20 des samedis comme ça. Et d'ailleurs, même à l'hôpital, ils m'ont dit, mais jamais on a vu quelqu'un recevoir autant de visites. Et je leur disais, c'est pas de la visite, c'est ma famille. Tu me disais, pendant qu'on préparait l'émission, que depuis 16 ans, voire même plus tôt, tu avais cet esprit de militant. Ça vous vient d'où? Alors ça me vient, je pense, essentiellement de l'éducation que j'ai reçue. D'un côté, par deux parents autodidactes, mais avec complètement des pensées et des sphères différentes. Donc j'ai eu un équilibre de douceur et un équilibre de carré. Rigueur. Rigueur absolue. J'ai été formatée par mon père. C'est plus que formatée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au doute. Si tu as un doute, c'est qu'il y a un souci. Il n'y a pas de place au doute. Et quand on fait un choix, on va jusqu'au bout. On ne lâche rien. Et je pense que la force de mes parents, je l'ai pris comme une richesse. Parce que j'ai cette double culture, hein. Ils sont capverdiens, ils sont arrivés, moi mon père dans les années 70, personne, il s'est battu, il s'est démené, il nous a offert une belle vie. Il y a des choses que moi je ne connais pas, en tout cas de la part de mes parents. Je n'ai pas vu de violence, j'ai pas vu de... Si ce n'est des violences normaux, entre guillemets. Tu as eu un bon cadre. J'ai eu un bon cadre. Surtout au niveau du militantisme, tu es engagée auprès d'Adama Traoré, donc, au sein de son parti, voilà, qui est... La Révolution est en marche. Alors ce parti... Déjà, on est des révolutionnaires, hein, c'est un groupe de révolutionnaires. Et on n'a qu'un mot d'ordre, c'est l'humain doit être entouré de justice, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et nous sommes là, c'est pour défendre l'opprimé, enfin, c'est pour être la voix des sans-voix. Et partout où il y a de l'injustice, il doit y avoir des hommes comme ça qui se tiennent prêts à dire non, non, je veux pas, je refuse. Je refuse cette injustice. C'est pas possible d'accepter. Parce que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Donc, vous prenez part au débat politique actuel, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Ah oui, complètement. Hein, vous avez mené des actions? Ah oui, je ne saurais même pas citer des procès, les bailleurs sociaux, l'aide à l'enfance... Castaner, Police nationale, Identité nationale, CNews, tous ces gens-là qui prônent la haine avec des discours oui, hein, un peu serpentins. Ben, on est là pour leur dire stop, quoi. Nous, on comprend ce que vous êtes en train de dire. Et ben nous, on va vous stopper. Tant pis. Je crois que vous avez une citation de Socrate. Oui, alors Socrate disait... l'échec n'est pas un problème. Le problème, c'est de rester là où l'échec s'est produit. C'est de rester sur place. Et moi, j'ai juste envie de dire aux gens, il n'y a pas de fatalité. On se relève de tout quand soi-même, on se persuade. L'aventure dans l'au-delà, aux frontières du réel de Dulce Lina, renforce la citation de Confucius. On a deux vies. La deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une. C'était l'émission Persévérance. Je vous souhaite une bonne fin de journée.